Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL des équipes de The Playoff. Nous revenons pour une nouvelle semaine, l'avant-dernière semaine de NFL, puisque la semaine prochaine, nous présenterons le Super Bowl 60. Nous reviendrons sur nos prédictions de l'année. Et ensuite, ce sera l'heure du Super Bowl entre les Seahawks et les Patriots. Super Bowl que vous pourrez suivre d'ailleurs avec nous, avec moi, avec Yaya, avec Charles, au Sullivan, avec les Paris Musketeers et au Sullivan Bastille, dimanche 8 février, dans la nuit de dimanche 8 à lundi 9 février. Mais aujourd'hui, on a mis notre plus beau costume de pingouin. On va nous appeler les Choupies de la NFL. Et oui, nous avons mis notre plus beau costume parce que nous allons remettre les fameux awards de la saison en NFL. Alors, on va faire une première partie où ce sera les vrais awards, les NFL Honors. Et puis une deuxième partie où ce sera les TPO Awards, qu'on a appelé les tout pourris awards, avec donc les pires moments de cette saison. Le pire match, le pire joueur, le pire rookie, enfin bref, tout ce qui s'est fait de pire dans cette saison 2025. Avec moi, comme maître de cérémonie, mon Seb. Salut mon Seb, comment ça va ? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Alors moi je tiens à vous prévenir que j'ai eu mon plus beau jogging pour venir. Ah mais c'est bien. Parce que moi les nœuds papillons ça m'empêche de respirer, j'aime pas ça. Mais je vais tout de même faire preuve de toute la solennité, la justesse, l'objectivité qui me caractérise pour présenter ces awards, et en particulier les TPO Awards, qui, ma foi, n'ont rien à envier aux awards de fin d'année de la NFL. À un moment, il faut arrêter l'hypocrisie. Je ne sais pas pourquoi notre avis vaudrait moins que celui des autres, à part peut-être celui d'une autre personne, mais je te laisse le présenter. Ouais, alors on aurait pu remettre les TPO pendant les TPO Awards, pendant la soirée au Sullivan, ça aurait été drôle. Tu convoques le pire joueur NFL et tout pour lui remettre un trophée. Bon, je suis pas sûr qu'il se serait déplacé jusqu'à Paris pour ça, mais la NFL à Paris, on va y revenir dans quelques secondes. Avant ça, mon Yaya, comment ça va mon Yaya ? Lui, c'est l'huissier de justice qui amène l'enveloppe. Et oui, je suis le maître Enfoiros. Écoute, ça va bien. Maître Yaya sur un arbre perché. Maître, oui, si tu veux. Mais je suis plus près du double mètre que toi du mètre 50. Donc, moi, le double mètre, ça y est, allons-y, enchaînons. Ouais. Oui, tout à fait. Donc voilà, j'ai appris de bonnes nouvelles, on va en parler. Et puis, et j'ai mis mon plus beau outfit. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Non, j'ai eu peur. Je savais pas ce que tu allais dire. Ah non. Je ne fais pas des dérapages comme une certaine personne qui brille par son absence ce soir. Oui. Voilà. Donc, oui, tout à fait. Bah écoute. Il est en cours de théâtre, je te rappelle. Oui, c'est ça. Et oui. Mais les mercredis, quand on enregistrait avant la journée, la soirée d'avant, c'était déjà pareil. Il avait déjà quelque chose. Il a toujours quelque chose comme là. Oui, mais bon, il est en train de monter sa fameuse pièce omelette. Donc du coup, bon, voilà. Aux tomates et aux champignons. C'est ça. Il joue ce rôle-là qui lui sied à merveille. On salue notre Vince, bien évidemment. Moi, c'était pour saluer les nuls que je faisais. Oui, omelette, aux tomates et aux champignons. Très bien. Juste avant de remettre les awards, on va revenir sur la grosse info de ce jeudi. C'est une info qui a été communiquée par l'Afterfoot US et reprise par The Playoff Week, Nick Piermas, Brice Jacques, André Coquin notamment. Mathieu Van Boll. Mathieu aussi. Cette information, c'est la venue. Alors, on le savait, c'était un secret de polichinelle très probable des Saints en France. Mais maintenant, on connaît presque l'affiche. Ce serait Saints-Browns. On va avoir un duel au sommet entre Tyler Shaw et Shedeur Sanders, sans doute pendant l'automne 2026. Qu'est-ce que ça t'inspire, mon Seb ? Comme tu l'as dit, c'était quand même dans les tuyaux, on ne savait pas si ce serait pour 2026 ou 2027, mais en tout cas, la piste était particulièrement chaude. Là, ça y est, on a même l'affiche. C'est officiel, on peut le dire à 99%. Ouais, voilà, c'est officieux à 99%. Voilà. On attend la confirmation officielle de la NFL. On attend la confirmation officielle, mais il semblerait bien. Comme dirait Adam Schefter, selon nos sources, nous avons. Selon nos sources en interne, on nous dit que on sait que ça se déroulera au Stade de France. Donc voilà, ça y est, on peut dire
quasiment qu'on y est. Maintenant, il va falloir s'armer de patience pour connaître la date. Et il faudra s'armer encore plus de patience pour réussir à approcher des places. Bon sang, bonsoir, ça va encore être une sacrée bagarre. Toujours est-il que c'est une première. Moi, j'espère de tout cœur que les fans seront au rendez-vous, qu'on aura un Stade de France plein. Juste histoire également de faire mentir certaines personnes qui se sont répandues sur les ondes dans des clichés divers et variés que je n'avais pas entendus depuis les années 90 sur ce sujet. Et ça se dit journaliste, et ça a moins de 30 ans, c'est formidable. Mais toujours est-il et ça va quémander des accrèdes en plus. Et ça va quémander des accrèdes pour se montrer. Surtout, c'est ça qui est formidable. Aujourd'hui, je balance. Moi, je suis un artiste engagé. Le balance. Wembanyama du podcast. Quelque part entre Wembanyama et Bob Dylan, tu vois, quelque part entre les deux, les carriers, ouais. Entre le Texas et l'Indiana, il y a un peu de marge. L'Indiana, oui, peut-être, pourquoi pas. Bob Dylan, il est originaire de l'Indiana. Et originaire du Minnesota, monsieur, de Hibbing. On va se calmer. Donc, redevenons sérieux. Bienvenue dans Bob Dylan et musique. Voilà, bienvenue dans Basket, Bob Dylan et musique, votre nouveau podcast. Bon, redevenons sérieux parce qu'on va perdre nos éditeurs. C'est une excellente nouvelle. C'était quelque chose qu'on attendait. Je vais me répéter, mais moi en tant que fan, c'était quelque chose que je pensais ne jamais voir, du moins de mon vivant. Maintenant, armons-nous de patience et puis on va faire notre maximum pour y être. Oui, et puis tiens jusqu'à l'automne prochain. Ça serait pas le cas. Voilà. Oui. De toute façon, non, mais j'ai compris pour cette saison, c'est foutu. C'est bon. Je suis chroniqueur pour un petit podcast, donc je suis un petit peu la saison. Oui, cette saison, ça va être compliqué. Puisque nous ne sommes pas au Super Bowl et qu'ils n'ont pas pour idée de mettre le Super Bowl à Paris encore. Mon cher Yaya, même chose. La réaction, moi, je veux te dire, ce qui m'a un peu gêné, c'est il y a eu beaucoup de réactions dans tous les posts qui ont été partagés sur ouais, bon, d'accord, mais bof l'affiche. Alors que les Américains, parce qu'il y a eu des réactions américaines aussi, qui ont dit oui, qu'est-ce que les Français ont fait pour mériter une affiche pareille, tu vois. C'est à la rigueur, tu vois que les Américains trouvent ça bof. Bon, je l'entends, ils ont des centaines de matchs de saison régulière. Qu'en France, et je dis pas ça parce que c'est les Saints, hein, très franchement, ça aurait été Titans Raiders, j'aurais dit pareil. Qu'en France, on vienne faire la fine bouche en disant « Oh, l'affiche, c'est quand même pas fou. » Alors que ça fait 30 ans que tu attends la NFL en France, je trouve quand même ça moyen. 40 ans, en fait, c'est l'aboutissement de... Moi, je pense à tous ces bénévoles qui sont sur les bords de terrain. J'en ai vu le week-end dernier, qui jouent au flag, qui sont des passionnés. Il y en a qui ont joué pendant des années, qui ont pris leur bâton de pèlerin pour aller aux États-Unis et qui sont pour aller voir des matchs et qui vont pouvoir en voir en France. Moi, je pense surtout à tous ces bénévoles, à ces présidents de club, à ces secrétaires, à ces joueurs qui prennent leur voiture le dimanche pour aller faire des déplacements énormes et qui, enfin, sont récompensés. Et on parlait d'une journaliste qui a dit « Oui, moi, j'y comprends rien et ça n'a rien à faire en France ». Ben, en fait, moi, c'était une insulte à tous ces gens-là. Et honnêtement, quand je vois la communauté qui grandit autour de nous, autour du podcast, depuis que je l'ai rejoint, maintenant, ça fait 4 saisons, ben, je pense à toutes ces personnes qui viennent nous écouter, qui attendent notre podcast, qui nous font qui viennent nous parler sur le Discord, qui viennent discuter avec nous sur les réseaux. Moi, je pense à toutes ces personnes qui n'y croyaient plus, qui voyaient passer les trains avec d'autres pays qui méritaient, qu'on soit bien d'accord, que l'Allemagne reçoive des matchs, c'était tout à fait normal avant la France. Mais honnêtement, voilà, moi je pense à tous ces bénévoles et tous ceux qui donnent de leur temps pour ce sport. Donc je pense à toute cette communauté. Et j'ai envie de dire, l'affiche, peu importe. À la rigueur, tant qu'il y a la NFL, oui, mon Seb. Il fallait absolument que je rajoute un truc, et je suis désolé, je vais être un petit peu personnel sur là-dessus. C'est que moi, ça me fait surtout penser très très fort à quelqu'un qui a été mon premier coach, qui était un copain, dont l'équipe préférée c'était les Saints, et il est plus là pour voir ça. Et moi, je pense énormément à lui. Voilà.
Le message est passé. Les Saints qui de toute façon ont les meilleurs fans du monde, hein. C'est bien. De toute façon, Bah, alors, évidemment. tu veux que je te dise une chose? Pour aimer une franchise comme ça, oui, il faut avoir des bons fans. Sans transition, on va passer des Saints au MVP de la saison. Et oui, puisque il va sans dire que bon, qu'est-ce qu'il y a Oui, c'est non, mais Non, il y a des gens qui manquent pas de culot en matière de relations toxiques avec leur club, hein, si je puis me permettre. Écoute, j'ai commencé en 1990, fan des Giants. On a gagné dans toutes les décennies depuis que je les suis. Donc, je m'en fous. Je suis prêt à tout subir pour une victoire tous les 10 ans. D'accord. Et donc la prochaine, elle doit arriver dans les 4 prochaines années, c'est ça? Oui, eh ben écoute, l'année C'est prochaine. l'année de leur 7 victoires. Ça va être angoissant. Bref, allons-y. Qu'est-ce qui est pire qu'un Super Bowl à vivre avec Waik? Ça va être un Super Bowl à vivre avec Yaya, quoi. Ça va être l'angoisse. Et pour peu que ce soit un Patriots Giants, on parle même pas. Bon, on passe donc au NFL Honors avec le titre de MVP. On va commencer par le MVP. On va rappeler à chaque fois les finalistes qui seront donnés, en rappelant aussi que la cérémonie de la NFL a lieu jeudi 5 février, donc dans à peu près une semaine maintenant. Le MVP, les 5 finalistes sont Josh Allen pour les Bills de Buffalo, Trevor Lawrence pour les Jacksonville Jaguars, Drake May pour les New England Patriots, Christian McCaffrey des San Francisco 49ers et Matthew Stafford des Rams. Mon Seb, à qui donnes-tu le titre de MVP? Alors, on a là tout de même un bel aéropage la tête. Bon, comme à chaque fois, hein, on a tout de même une sélection qui est absolument formidable. Christian McCaffrey qui détonne un petit peu là-dedans puisqu'il est le seul non-quarterback de cette sélection. Pas de défenseur. Une fois de plus, j'ai envie de dire, malheureusement. Et je crains que pour coller à la tradition habituelle, le titre n'aille un quarterback. J'ai donc choisi un quarterback, n'est-ce pas? C'est vous dire si je suis objectif quand même, hein, sur ce coup-là, parce que, bon, j'aurais pu, hein. Je veux pas J'aurais dire, pu y aller avec Christian. Hein. j'aurais pu y aller. Hein. Je me remets une médaille. Je sais que dans notre Discord, il y a des gens qui sont. Je crois que c'est Ryder qui est partisan de le donner à Christian McCaffrey. Hein. Je crois. Ouais. Je crois. Oui, en effet, je crois que c'est Ryder. Et moi, je suis parti vers Matthew Stafford, qui me semble être le choix évident. 4707 yards, 46 touchdowns, 8 interceptions, un ratio quand même imbattable sur ce plan-là. Le titre de la NFC West qui lui échappe, certes, mais il est finaliste NFC. Très, très beau parcours pour lui et pour les Rams, qui loupent malheureusement la dernière marche face à une équipe de Seattle qui a été plus forte que ce soir-là. Donc pour moi, c'est mon MVP. Pour toi, mon Yaya? Pareil. Matthew Stafford aussi. Ah bah super. Il n'y a personne pour Drake May, du coup, non? J'aurais dû inviter Wake. J'y ai pensé. J'aurais dû inviter Wake, mince. Écoute, j'y ai vraiment songé, mais Matthew Stafford a été plus sur le devant de la scène tout au long de l'année. Et c'est pour ça. C'est peut-être la défense des Patriots qui enlève le titre à Drake May aussi. Tu vois, le fait que Matthew Stafford, dès que les Rams gagnaient, ça pouvait enquiller des 30 points, des 35 points. Forcément, ça le met plus en vue qu'un Drake May qui va gagner 20-17 ou 20-12. Tu vois, c'est plus clinquant, si j'ose dire. Par contre, il y a des gens qui sont surpris. Alors, il faut rappeler quand même que tous les trophées sont remis uniquement sur la saison régulière. Hein. On ne prend pas. Non, mais je sais que vous le savez. Mais peut-être que des gens qui nous rejoignent récemment pourraient dire pourquoi il n'y a pas Sam Darnold, par exemple, qui a été très bon en playoff. Ça ne compte que sur la saison régulière. Par contre, on aurait pu retrouver un Jackson Smith-Njigba, par exemple, dans les finalistes au titre de Il n'y a jamais de non, j'ai pas dit qu'il serait MVP. J'ai dit qu'il pouvait être dans les finalistes au titre de MVP. Oui. Non, mais ça se défend, mais du coup, ça il n'y a aucun Seahawks il y a aucun qui ont gagné la division la plus relevée de l'année. C'est vrai qu'il n'y a aucun Seahawks, mais peut-être justement parce que
alors du côté de Sam Darnold, moi il y a toujours cette histoire de turnover sur sa saison qui, moi, qui me gêne. Avec 20, c'est quand même compliqué de figurer dans cette shortlist. Jackson Smith-Njigba, pourquoi pas, mais une fois de plus, pour les non-quarterbacks, les places dans cette liste de finalistes, elles sont quand même très très chères. Bon. Là, c'est Christian McCaffrey et encore, j'ajoute, quand il y en a, parce que c'est pas non plus un acquis qu'il y a un non-quarterback parmi ces joueurs-là. Donc, il se trouve qu'il y en a déjà un au regard de sa saison écoulée, où McCaffrey qui est à plus de milliards au sol et presque milliard de 924, je crois, à la réception. Ça aurait fait. Est-ce que le jury s'est dit, tiens, ça va faire doublon, ou alors ça ouvre la porte à ce que des non-quarterbacks se retrouvent plus facilement, plus fréquemment dans cette liste? Je sais pas, mais ça aurait pas été une hérésie. Et puis peut-être qu'ils vont se dire, si on met Jackson Smith-Njigba, pourquoi on met pas Puka Nacua, et pourquoi, tu vois, après ça fait. Oui, voilà, oui, tout à fait. Ça fait appel d'air. Peut-être aussi que la raison de la non-présence des Seahawks dans cette liste de finalistes, c'est précisément ce qu'on disait dans le dernier podcast. C'est peut-être justement que ça met en avant le fait que les Seahawks sont une équipe extrêmement bien équilibrée, et du coup, tu as du mal à ressortir un élément qui fait l'équipe, si tu veux. C'est vraiment, tu as la défense, tu as l'attaque. Alors, on parlera du coach tout à l'heure, qui peut être dans la discussion aussi pour le titre de coach de l'année. Mais c'est vrai que là, ça reste des trophées individuels. Les Seahawks sont sans doute l'une des meilleures équipes et l'une des équipes les plus équilibrées, mais individuellement, tu n'as pas forcément quelqu'un qui va ressortir du lot. Complètement. On passe aux joueurs offensifs. Du coup, comme il n'y a pas de débat sur le MVP, joueur offensif de l'année. Joueur offensif de l'année, nous avons dans les finalistes Drake May, tiens, leur voilà celui-là. Christian McCaffrey, tiens, leur voilà celui-là. Puka Nacua pour les Rams de Los Angeles, Bijan Robinson pour les Falcons d'Atlanta et Jackson Smith-Njigba pour les Seattle Seahawks. Mon Yaya, toi la parole en premier, puisque tout à l'heure c'était Seb. JSN. Jackson Smith-Njigba. Voilà. Non, mais il ne va pas y avoir de débat, de toute façon. En off, le type nous a quand même dit, oui, moi je vais avoir des avis polémiques, tout ça. Là, la vache, la tronche des avis polémiques, quoi. Mais les avis polémiques chez Yaya, c'est comme les victoires chez Giants. Tu vois, on les voit pas trop. C'est un peu comme les titres chez tes Saints. Oui. Il y en a un dans l'histoire, mais le reste du temps, c'est fond du baril. Oui. Non, mais alors, moi je suis... Dans les moi je suis déçu parce qu'on m'a promis la bague. Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, j'allais dire, on va remettre la plus grande mauvaise foi de l'année de Yaya, tu vois, pour voir ce que ça donne. Mais en fait, on avait trop de choix. Je suis payé pour être de mauvaise foi. Tu me pousses à être de mauvaise foi. Et faut dire ce qui est. Parce que moi, on m'a dit, oui, dans TPO, je dirais pas quel fan, Nature Von Ball, nous a dit, oui, jamais vous vous battez assez, vous êtes toujours d'accord. Non, mais attends, mais justement, attends. Moi, je me pointe tout à l'heure. Ça me donne l'impression que ça va être la bagarre. C'est même pas un échange de claques, quoi. Purée. Je suis déçu. Il y en a d'autres, attends. Tu vois, c'est comme avec l'amour, faut faire monter le désir. Tu vois, on va monter petit à petit. Je me sens sale. Je me sens sale, là, d'un coup. Écoute, je me sens ça n'est pas sale. Pense aux fleurs. Voilà. Bon, Seb, du coup, JSN aussi? Ben oui, Jackson Smith-Njigba, bien sûr. Et toi, tu vas nous justifier pourquoi, voilà. Ah oui. 119 réceptions, 1793 yards, leader de la ligue en nombre de yards gagnés à la réception, 10 touchdowns, troisième saison explosif pour lui. Il est en constante progression depuis 2023 et son année rookie. Il prend de plus en plus de volume dans le jeu offensif de Seattle. N'oublions pas que Seattle, on s'inquiétait parce qu'au niveau des skills players, avait quand même le quarterback et 2 receveurs cadres qui s'étaient barrés. Et Jackson Smith-Njigba, il est indissociable déjà maintenant de ce club et aussi du succès qu'a eu Sam Darnold sur son run en saison et en playoff. Donc oui, pour moi, c'est lui. Et puis, il y a une chose, c'est que il faut récompenser. Moi, je pense qu'il faut récompenser les Seahawks pour la saison qu'ils ont fait, la constance qu'ils ont montrée. Même si j'étais un des plus dubitatifs, ils ont montré qu'ils étaient constants sur toute la saison.
à part le premier match qu'ils perdent contre les Niners, derrière, ils sont constants. Ils vont gagner des matchs. Et puis, ils montrent une certaine force. Et surtout, Smith Njigba, il a montré que voilà, c'est le mâle alpha et que c'est lui et que les autres receveurs, il les avait un peu dans la poche, quoi. Donc c'est pour ça. Et puis, Seattle, c'est obligé, et je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup d'autres titres pour la raison que tu as décrit tout à l'heure. Mais on aurait mis un trophée global d'équipe. Ils auraient été champions. C'est l'équipe de la saison. Voilà. Et ben, ce sera peut-être eux les champions au final, tu vois. Ils auront peut-être le plus beau des trophées, si ça se trouve. Ah mais non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien les Super Bowls, il paraît. Qui t'a dit ça? Toi? Ok, Non. ça. Ah oui, alors d'accord, ok. Je saurais te le ressortir. Mais à quel moment... Attends, on va faire une pause. À quel moment... J'ai décidé de ne plus en parler. Non, t'as dit oui, Super Bowl, c'était un run, ça ne marque pas une carrière. Alors, si je puis me permettre, Flav parle pas comme ça. Alors déjà, en deux, je t'ai jamais dit ça. Je t'ai dit que la récompense pour un Super Bowl réussi, c'était le MVP du Super Bowl. Je t'ai jamais dit que ça servait à rien de dire un Super Bowl. J'ai jamais dit ça. Bah oui. Parce que toi, tu me dis, on est Hall of Fame parce qu'on a gagné un Super Bowl. Non. Deux Super Bowls. Si t'as été très bon, si t'as été très bon au Super Bowl, tu as le titre de MVP du Super Bowl. C'est ça la récompense. C'est pas le Hall of Fame. C'est autre chose, le Hall of Fame. Voilà. Mais oui, bien sûr que ça sert de gagner le Super Bowl. J'ai jamais dit le contraire. Voilà, mais n'importe quoi. T'es plus de mauvaise foi qu'Oaik, hein. C'est pénible. Alors. Ou pas. Joueur défensif de l'année. Bon, là, il ne va pas y avoir de débat non plus, je pense. C'est de la chance. Pour moi, c'est de la chance. Je donne quand même les 5 finalistes. Will Anderson Jr., Nick Bonito pour les Broncos, un gars en orange, comme dirait l'autre. Myles Garrett pour les Browns de Cleveland, un autre gars en orange, mais pas de la même équipe. Alors, il a juste le casque orange, lui, il n'a pas de maillot. Aidan Hutchinson, des Lions de Détroit, et Micah Parsons, des Green Bay Packers. Bon, mon Seb, sans grosse surprise, tu as choisi Will Anderson. Oui. J'ai choisi, oui, tout à fait. Mais non, bien sûr, j'ai choisi Myles Garrett. Effectivement, une fois de plus, j'ai choisi Myles Garrett parce que je choisis toujours Myles Garrett de toute façon. 23 sacs et nouveau détenteur du record de la catégorie. 17 matchs joués. Notre homme n'est jamais blessé. 60 plaquages, dont 33 pour perte de terrain, là aussi leader de la ligue dans cette catégorie, et 39 hits. Cet homme est une machine à football. Je me répète, envoyez-le au Hall of Fame tout de suite, avant même la fin de sa carrière, et la messe sera dite. Mais pourtant, il n'a pas gagné le Super Bowl. Et il ne gagnera pas. Ouais. Alors ça, c'est une autre histoire. Ça, voilà. Et vous voyez, rien que pour ça, c'est bien d'aller voir si c'est Saints Browns à Paris, vous pourrez aller voir Myles Garrett en vrai. On va voir Myles Garrett. On va voir Myles Garrett. C'est pas mal. Mon Yaya, Myles Garrett aussi, hein, je suppose. Alors, au départ, je pensais mettre un gars en orange, celui que vous voulez de la défense. Mais Myles Garrett, en fait, le record de sac, alors qui est fait sur 17 matchs au lieu de 16 le précédent, on peut pas passer à côté, quoi. Non, c'est difficile. Et donc, c'est son combien? Son troisième? Je crois qu'il y en a deux, oui, déjà. Donc, ça doit être le troisième. Ouais, il me semble. Donc, ce serait son troisième. Si c'est lui, ce sera son troisième. Si jamais on prend pas Myles Garrett, on enlève Myles Garrett, si vous deviez donner la deuxième place à quelqu'un, vous prenez qui? Entre Will Anderson, Nick Bonito, Aidan Hutchinson et Micah Parsons? Moi, ça se jouerait entre Will Anderson et Nick Bonito. Ouais. En fait, le Micah Parsons, le problème, c'est qu'il a été blessé et il était sur un rythme d'un sac par match, ce qui est énorme. Mais moi, je mettrais Will Anderson parce que à lui tout seul, quasiment, il a remis Houston sur les rails alors qu'ils étaient super mal partis. Et que la défense de Houston a été, c'est une machine à sac avec son copain le chasseur, comme dirait l'homme de la mauvaise foi. Voilà.
Daniel Hunter, pour ceux qui n'ont pas la référence. Exactement. Tout à fait. Le rookie offensif de l'année. Nous avons le choix entre Jackson Dart, mais c'est pas vraiment un choix, Emeka Egbuka, Trevelyan Anderson, Tetairoa Macmillan et celui qui va bien sûr le gagner, Tyler Shaw de la Nouvelle-Orléans. Mon Yaya. Alors moi, si tu veux, ça m'embête, mais j'ai décidé d'être polémique là-dessus. Pour moi, c'est Will Campbell qui devrait l'être. Il n'est pas dans la liste. Bah oui, mais pour moi, c'est lui qui aurait dû l'être. Il a relancé, et c'est grâce à lui que Drake May a fait une aussi bonne saison, parce qu'il a été très très bon sur la ligne. Voilà. Et on parle jamais des hommes de ligne. Voilà. Alors c'est faux, puisque cette année il y a un award spécial pour les hommes de ligne, je te rappelle. Oui. C'est la Oui. première saison qu'il existe, ça s'appelle le Protector of the Year. Oui. Et ce sera la première année. D'ailleurs, je vous donnerai la liste des finalistes parce qu'elle est sortie ce jeudi. Donc, Oui, mais pas pour les rookies, tu vois. On parle que des skills players. Et je voulais mettre en avant parce qu'il a été pris en 4e choix, premier tour, 4e choix. Et il a fait beaucoup de bien du côté de New England. Mais sinon, bien entendu, je choisis Jackson Dart. Bon, alors Seb va nous expliquer, va revenir à la raison, il va nous expliquer pourquoi Tyler Shaw est le rookie offensif de l'année. Moi, j'aimais bien l'idée de Will Campbell, c'est vrai. Moi, je trouvais ça chouette. Alors, j'ai hésité. J'ai pensé à Emeka Egbuka qui nous a quand même sacrément ébloui et qui s'est surtout montré à la hauteur des attentes qui étaient placées en lui lors de la draft, mais il s'est blessé en cours de saison, ce qui pour moi blesse un petit peu son stock. Je me suis donc tourné vers pour l'autre choix évident, n'est-ce pas, Flav, qui est bien sûr Tetairoa Macmillan, le receveur des Panthers de la Caroline. Mais quelle indignité! Quelle indignité, n'est-ce pas? 70 réceptions, 1014 yards, 7 touchdowns, leader des receveurs rookies sur les 3 statistiques cette saison. Il a le physique du poste, il a été déterminant dans l'accès aux playoffs de Carolina et également pour le développement de Bryce Young durant cette année 3. Et je pense même que c'est un duo Macmillan-Bryce Young qui a de très très belles années devant lui. Où vont-ils trouver toute cette énergie pour raconter autant d'âneries? C'est dingue. Le rookie offensif de l'année, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant parce que je regardais tout à l'heure l'évolution des coachs chez les bookmakers américains sur les 18 semaines. Emeka Egbuka, pendant un moment, était coté à 1,10 pour être rookie offensif de l'année, tellement il écrasait la concurrence en début de saison. Derrière, il y a eu l'éclosion de Jackson Dart qui a rebattu complètement les cartes, où il est devenu lui favori. Ensuite, il y a eu Trevelyan Anderson pendant son petit run là aussi, qui même pendant un moment, certains ont dit qu'il devrait être dans la discussion du MVP c'est même Drake May qui avait dit au sortir d'un match, le vrai MVP c'est Trevelyan Anderson. Et derrière, on a eu cette fin de saison où Tyler Shaw, finalement, on s'est dit, il est pas si mauvais ce garçon, et qui sort avec des statistiques parmi les quarterbacks rookies à être le meilleur quarterback rookie de cette saison. Et au final, c'est aucun de ceux-là qui risque d'être couronné, c'est Macmillan qui finalement a sans doute été lui le plus régulier sur toute la saison. Exactement, parce qu'en fait, les noms que tu as cités, alors je vais dire que ça a été des épiphénomènes, mais effectivement, Egbuka, il fait un début de saison de fou furieux, et après, ça baisse. Pourquoi? Parce qu'il se blesse. Jackson Dart, il arrive dans la conversation. Pourquoi? Parce qu'on le fait jouer, tout simplement. Oui. Parce qu'il y a tout un début de saison où il cire le banc, et ensuite, il se blesse. Trevelyan Anderson, là aussi, ça correspond au moment où il a pris plus de volume de jeu dans l'effectif. Je crois qu'il y a une blessure de Ramondre Stevenson. Oui, au tout début de saison. Voilà, et donc du coup, ils se rendent compte que ils ont un autre running back qui a des jambes et qui galope sacrément, et donc ils se retrouvent dans la conversation. En fait, tous ceux qui sont succédés sur le spot de numéro 1 pour les bookmakers, c'est ceux qui ont brillé à ce moment-là. Ça enlève rien à leur saison ou à leur performance, mais effectivement, au final, quand on regarde, c'est celui qui a été le plus constant qui se retrouve favori maintenant. Macmillan, il n'a pas fait de mauvais match, il n'a pas été blessé, et il a les stats qui parlent pour lui.
Et c'est le même cas pour Tyler Shaw qu'en fin de saison, c'est-à-dire que beaucoup disent, s'il avait fait cette saison-là sur les 17 matchs, s'il avait ces statistiques-là, mais qu'il avait joué toute la saison, il serait sans doute rookie offensif de l'année. Le problème, c'est comme en fait toute la première partie de saison, c'est Spencer Rattler qui a commencé. Du coup, on se dit oui, mais bon, est-ce que c'est pas un feu de paille sur 10 matchs et puis que finalement, c'est pas si bon que ça. Donc voilà. Au final, ce sera sans doute Macmillan. Je vous rappelle quand même qu'avant le début de saison, le grand favori, qu'il n'est pas là, c'était Ashton Genty. Ashton Genty, oui, mais le les grand Raiders, favori pour être. On va en parler après. Pour être rookie offensif. Oui, on va y venir. C'était Ashton Genty. Oui, on va y venir. T'inquiète. Tout de suite. Alors attends, tout de suite. Seb, qu'est-ce que font les Raiders avec leur choix de draft? En particulier avec le first pick, n'importe quoi. Oui. Voilà. C'est tellement dommage pour Fernando Mendoza qui est un quarterback extrêmement talentueux. Je suis déjà triste pour lui. Mais enfin bon, c'est un autre débat pour un autre jour. On aura l'occasion de parler de la draft. Le défensif rookie de l'année, on a le choix entre Abdul Carter. Décidément, les Giants, ils sont partout. Ils ont été nuls, mais ils sont dans tous les trophées individuels. On se demande pourquoi. À mon avis, ils payent les gens. C'est pas possible autrement. On a aussi des gens qui ont des yeux. Enfin, voilà. Mais ils votent pas pour le Hall of Fame apparemment. Nick Emmanouori des Seahawks de Seattle. Nous avons aussi James Pierce pour les Falcons. Carson Schlesinger, j'aurais rêvé que Vince nous le prononce, pour les Browns. Et Xavier Watts des Falcons d'Atlanta. Mon Yaya. Je fais donner à Carson. Bah oui, Carson. C'est obligé. Bah oui. Alors, je crois que sa cote est à 1,001 chez Bookmaker actuellement pour être rookie défensif de l'année. Je vois pas comment ça peut être autrement. Ça me semble. Seb, pas de débat non plus. Non. Carson Schlesinger, messieurs. Oui. De Cleveland. Oui, mais c'est 16 matchs joués, tout starter. Et attends, et là par contre, tu dis rien. Ils sont nuls, mais ils ont 2 trophées. Ouais. Ils sont nuls, mais ils ont 2 trophées. 156 plaquages. Non, mais attends, ils sont 156 plaquages, 67 solos, 11 plaquages pour perte de terrain, 2 sacs et demi, 9 hits, 2 interceptions, 20 pressions, leader des rookies en plaquage et en stop, 78. Et également des plaquages avec perte. Il avait été titulaire 10 matchs à UCLA dans sa carrière universitaire. 10. Il arrive. Alors, il profite très certainement, tant mieux pour lui, de jouer avec Myles Garrett, justement, sur son poste. Mais lui, on s'est dit, c'est linebacker qu'il faut. Il assure. On verra quelle est la suite. Mais sur cette saison, je suis désolé, c'est lui, le Defensive Rookie of the Year. Oui, bien sûr. Mais après, moi, ils sont nuls. Oui et non, en fait. Parce que en défense, Cleveland, ils sont pas nuls. Et là où ils vont aller chercher leurs 2 trophées, c'est où? En défense. Et oui, Jamy. Quand tu fais partie des meilleures défenses du pays, c'est normal que tu aies des joueurs qui soient récompensés dans ce secteur-là. C'est peut-être une équipe qui n'a pas un bon bilan. Mais si elle n'a pas un bon bilan, c'est parce que son attaque avance pas. C'est pas à cause de sa défense. Et puis, je vous rappelle que leur quarterback est au Pro Bowl. Et en plus, ils ont un Pro Bowler au quarterback. On va y revenir. Ne vous inquiétez pas. Attendez la deuxième partie avec les TPO Awards. Attendez les TPO Awards, on va y revenir. Je vais encore me faire des copains. Fan des Browns, restez avec nous. Fan des Raiders aussi, restez branchés. On n'a pas beaucoup parlé de vous cette saison, ça va être le moment ou jamais. Les Browns, on en a un peu trop parlé. Les Browns, on n'en parle jamais assez. À chaque fois qu'on parle des Browns, ça fait un carton d'audience. D'ailleurs, je me demande si on va pas faire un spécial Browns à un moment la semaine prochaine. Juste pour clore la saison en beauté. Le comeback player of the year, c'est parti. On a du Stefon Diggs, on a du Hayden Hutchinson pour les Lions, du Trevor Lawrence pour les Jaguars, du Christian McCaffrey pour les 49ers et du Dak Prescott pour les Cowboys. Je rappelle que ça, c'est les finalistes officiels de la NFL pour cette saison 2025. C'est pas ma liste à moi. Mon Seb. Eh bien, écoutez, mon objectivité légendaire n'aura pas tenu jusque-là. N'est-ce pas? Puisque le comeback player of the year, pour moi, c'est Christian McCaffrey. Il fait une saison 2024 quasi blanche, 4 malheureux matchs, et où il n'a vraiment pas performé.
Et cette saison, pour la saison 2025, 1202 yards au sol et 10 touchdowns. Il rajoute 924 yards en réception et 7 touchdowns. Comme je l'ai dit, il a frôlé la saison avec 1000 yards au sol, 1000 yards en réception. S'il avait réussi à le faire, déjà ça aurait été la deuxième fois pour lui dans sa carrière. Il aurait été en très bonne compagnie parce que les seuls qui l'ont précédé et qui n'ont réalisé cet exploit, eux, qu'une seule fois, c'est Roger Craig et Marshall Faulk, excusez du peu. Donc voilà, moi, c'est mon choix. Pas seulement de façon totalement subjective, hein, bien sûr, mais je pense que la performance parle d'elle-même et surtout que son poids, son volume dans le jeu des 49ers n'est quand même pas étranger à la réussite de leur attaque cette saison. Moi, Moi, c'est aussi CMC, même raison que Seb. J'ai envie de l'appeler Mr. Football. C'est Mr. Football. Il fait tout sur le terrain. Il change vraiment complètement la dimension. Depuis qu'il est arrivé à Cisco, il est arrivé et il a donné une autre dimension à cette équipe. Et je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Et pour moi, c'est lui vraiment. C'est le football. C'est ce qu'on veut. C'est-à-dire un running back qui est à la fois capable de courir, de réceptionner, de bloquer, d'aller marquer des touchdowns. Il fait tout sur le terrain. Pour moi, en fait, si je devais donner une définition de qu'est-ce qu'est un joueur de football, ce serait lui. Qu'est-ce que j'attends d'un joueur de football ? Très bien. Tu sais quoi, Yaya ? C'est le truc le plus sensé que tu aies dit cette saison. C'est dingue, hein. Et de loin. C'est quand même dommage que ça arrive en bye week, enfin la week avant le Super Bowl. Parce que il est un peu à l'image de ces Giants, c'est en bye le meilleur. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. J'aurais presque envie de dire, est-ce que c'est pas la meilleure réflexion qu'il a faite depuis 4 ans ? Et là, je me dis que c'est comme les Olympiades. Tu sais, tu as une médaille tous les 4 ans, ça fait pas beaucoup. Tu vois. Voilà. En fait, il s'est préparé pendant 4 ans je suggère une bonne intervention là. Tu vois. Je suggère à nos auditeurs et nos auditrices et nos auditeurs de télécharger ce podcast et de le conserver précieusement. Oui. Voilà. C'est une pépite. Hein. C'est une pépite. Et je suis d'avance désolé pour les 4 années qui vont venir, puisque nous entrons officiellement dans une nouvelle période de jachère. Et donc, faudra attendre maintenant janvier 2030 avant une prochaine bonne intervention d'Yaya. Voilà. Bon, ça va être long pour nous aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez ? D'ici là, j'aurais couru tout nu sur le périph' parce que les Giants auront gagné. Donc, bon. Voilà. Vous voyez, quand je vous disais qu'il allait raconter n'importe quoi, vous voyez, ça recommence. Voilà, ça n'aura pas duré longtemps, hein, cet âge d'or. Ah non, on est plus sur de la foudre que sur une ampoule LED, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est clair. Ah oui. Ouais, bon. Le coach de l'année 2025. Alors là, il pourrait y avoir plus débat parce que là, il y a quand même des beaux noms. Là, il y a jeu. Là, il y a match. Liam Cohen pour les Jacksonville Jaguars. Ben Johnson pour les Chicago Bears. Mike McDonald. Ce n'est pas le fils de Ronald. Pour les Seattle Seahawks. Kyle Shanahan pour les San Francisco 49ers. Et Mike Vrabel pour les New England Patriots. Moi, comme ça, je vais vous donner mon avis. Il y en a au moins 3 qui le méritent. Mais ça fait un peu école des fans. Mais pour moi, j'en ai au moins 3, voire 4 que je mets, qui pourraient potentiellement l'être. Tu vois. Bon, on va voir votre choix. Mon Yaya, ton choix. Mike Vrabel. Pourquoi Mike Vrabel ? Parce que... Pourquoi Mike Vrabel plus que Ben Johnson ? Ou plus que Mike McDonald ? Parce que l'équipe était beaucoup plus mal en point des Patriots l'an passé. Alors, ok, il a eu du matos, mais pour moi, même si beaucoup vont parler du calendrier facile, il faut quand même gagner les matchs. Et pour ce qu'il fait à New England, le travail de la saison, pour moi, c'est lui qui le mérite. Et surtout que c'est sa première année et il a complètement changé la dynamique. Alors, il y en a d'autres, mais je pense que lui, cette année, le mérite avec ses 14 victoires, 3 défaites et surtout un bilan de 8 victoires, 0 défaite à l'extérieur. Donc ça, tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui est à noter, qui est rare. Donc voilà, et un différentiel de plus 170 points. Donc pour moi, c'est pour ça que je vois Mike Vrabel.
Et Dieu sait que les Patriots, je ne les ai pas dans mon cœur. Bon, Seb. Alors, là, pour moi, ça va être vraiment la catégorie la plus compliquée à choisir. Je suis très sensible aux arguments de Yaya sur Mike Vrabel, Mike McDonald, ce qu'il a fait aussi avec son club. D'ailleurs, voilà, on en reparle. Tiens, ça pourrait leur faire une récompense de plus. Mais c'était aussi très impressionnant. Je me serais écouté, je dis allez, je le donne aux 5, mais ça me faisait un développement un petit peu long. Alors du coup, j'ai réduit ma liste à 2. Je suis désolé, j'ai pas pu faire mieux là. J'ai pas pu faire mieux. Hein. Ok, c'était pas la consigne. Oui, Flav, c'était pas la consigne. Il fallait en choisir un, mais je peux pas. Et moi, je m'arrête sur la doublette, Liam Cohen et Ben Johnson. Et pourquoi ces deux-là? Parce que là, on a eu 2 coachs qui en fait ont pris des équipes qui étaient vraiment ventre mou slash bas de classement. Donc, des profils assez similaires qui prennent tous les deux des équipes qui ont chacune un QB sur lesquels il y a pas mal de doutes qui planent, Trevor Lawrence et Caleb Williams, et qui ont fait monter leurs équipes très rapidement dans la hiérarchie de leurs conférences respectives au point d'en être redoutés. Jacksonville finit 13 victoires, 4 défaites. Ils étaient 4-13 la saison précédente. Ils sont champions FC Sud et ils ont échoué de peu contre Buffalo lors du wildcard round. Pas de bol, mais c'est le football. Et Chicago termine 11-6. Ils étaient 5-12 la saison précédente, champions de la NFC Nord, et ils seront sortis en divisional round par les Rams 17-20. Donc voilà, moi c'est ce qui a fait que j'ai choisi cette doublette pour ces 2 profils en quelque sorte de saison et d'équipe de départ qui étaient assez similaires et des résultats qui ont été plutôt similaires également. Et surtout, c'est 2 clubs sur lesquels moi je sens encore qu'il y a une marge de progression et qui pourraient devenir réellement redoutables à terme. Moi, j'aurais mis Mike McDonald, vous voyez. Comme quoi, hein, on n'est pas. Mais ça marche aussi. Ça marche aussi. On n'est pas tous. Moi, je trouve que, tu vois, franchement, là où on mettait les. Parce que, effectivement, vous aviez raison, vous avez tous les 2 raison, et les choix s'entendent de toute façon. Et Mike Vrabel fait partie des grands favoris, parce que c'est vrai que faire passer son équipe d'un bilan de 4 victoires au Super Bowl, même s'il y a que la saison régulière qui compte, c'est clairement impressionnant. Maintenant, on savait qu'il y avait une marge de progression. D'ailleurs, on a tous dit, et là-dessus sur le podcast prédiction, on pourra tous être d'accord que les Patriots feraient partie des équipes en nette progression cette année. On le savait avec Mike Vrabel, on le savait avec Drake May qui avait déjà montré des bonnes choses, on savait qu'en rajoutant Trevelyan Anderson, il y avait Stephen Dix qui arrivait, bon, voilà. Will Campbell, alors que les Seahawks, quand même, tu te dis, ça partait en ayant gommé les receveurs. Ils ont gardé Jackson Smith et Jigba, mais les autres receveurs sont partis, notamment Tyler Lockett. T'as Sam Darnold qui arrive, tu sais pas trop ce que ça va donner. Geno Smith s'en va. Tu te retrouves avec Mike McDonald comme coach. Franchement, personne savait où ça allait. Et là où il les emmène en tête de la plus difficile des divisions de cette année, bah franchement, je trouve que c'est moi perso, je suis assez impressionné par le boulot de McDonald. Alors moi, si je peux juste dire une chose sur Jacksonville, je suis pas d'accord avec Seb. Alors oui, il y avait des doutes sur Trevor Lawrence, mais c'est un joueur référencé qui a déjà fait des bonnes saisons quand il est mis dans des bonnes dispositions. Et c'est pour ça que Liam Cohen, je le mets encore un peu en dessous des autres. Mais j'entends tous les arguments et je pense que c'est un coach qui sait magnifier ses quarterbacks. Voilà. Donc, mais je le mets un peu en dessous. Alors, je vous l'avais pas demandé, mais on va juste faire un petit tour très rapide sur l'autre NFL Honors qu'on n'a pas préparé, à savoir les assistants coach de l'année. Si vous deviez choisir entre Vic Fangio, le coordinateur défensif des Eagles, Brian Flores, le coordinateur défensif des Vikings, Van Joseph, celui des Broncos, Clint Kubiak, le coordinateur offensif des Seahawks, et Josh McDaniels, le coordinateur offensif des Patriots, vous prenez qui? Flores. Vance Johnson. Vance Joseph. Vance Johnson.
Joseph. Vance Joseph, pardon, excuse-moi. C'est Johnson. Désolé. Il est où Johnson? Il n'y a pas de Johnson, non, c'est moi qui connais plus les noms. C'est le gars en orange. C'est le voilà, le patron des gars en orange. C'est le patron des gars en orange. orange. Je C'est vrai que c'est quand même bizarre que tu vois aucun joueur de Seattle, enfin Seattle, Là, du coup, il y de a Denver, aucun trophée pour Denver, ouais. de Denver qui sort numéro 1 de la FC n'est pas de récompense. Donc effectivement, ça fait sens. Juste, là, je ne vais pas vous demander forcément votre avis, juste pour donner le nom de ceux qui sont en finale du Protector of the Year, donc le nouveau trophée qui est donné pour les joueurs de ligne offensive. Il y aura donc dans la finale Garrett Bowles pour les Broncos, le tackle des Broncos, Aaron Brewer, le centre des Dolphins, Creed Humphrey, le centre des Chiefs de Kansas City, Quinn Meinerz, le guard des Broncos, Penei Sewell, le tackle des Lions, et Joe Thuney, le garde des Bears de Chicago. Voilà pour les 6 finalistes du trophée Protector of the Year. Alors, tant qu'on est dans le meilleur de la saison, je vous avais demandé aussi, les amis, de trouver le meilleur match de cette saison régulière 2025. Parce que on a eu souvent, pendant les 17-18 Tailgate débriefing, cette remarque qui est revenue de « je crois qu'on a assisté au match de l'année ». On a dû le dire au moins 5 ou 6 fois cette saison. Toutes les semaines, on avait l'impression d'avoir un nouveau match de l'année. Alors maintenant qu'on les a tous vus, qu'on les a tous revus pour préparer cette émission, on a regardé tous les matchs de saison régulière. Nous allons pouvoir trancher. Merde, j'ai préparé que le pire, moi. Mais oui, il y avait le meilleur. Oui, mais j'ai oublié de le faire. Mais, ce sera de tête. Voilà, tu vois, c'est un bon exercice. Dans tes souvenirs, quel est le meilleur dont tu te rappelles, tu vois. Tu peux pas dire un match des Giants, personne te croira. Ouais, ben alors si, le Giants at Dallas. En début de saison où c'est un shutout et où c'est n'importe quoi dans le dernier quart-temps. Avec Non, c'est pas le meilleur. Ah mais non, mais c'était le dernier quart-temps. Ne fait même pas partie de la discussion. Non. Allez, à la rigueur. J'allais dire à la rigueur, je te le mets dans les places en finale, mais même pas, j'ai même pas envie. On va faire comme Vince, je vais te le mettre dans le top 5, dans le top 6 alors qu'il n'y a que 5 personnes. Ok ? Voilà. On fait ça. Il sera 6e des 5 finalistes. Mon Seb, pour toi. Moi, j'ai pas eu à aller le chercher très loin. Moi, normalement, non, t'as pas très loin à aller le chercher. Enfin, si c'est le même que le mien. La première semaine, Buffalo-Baltimore, qui se termine 41-40. T'as pas choisi celui-là. Tiens, non. Ça m'étonne. Avec Buffalo qui marque 16 points dans les 4 dernières minutes et qui l'emporte sur le field goal de Matt Prater dans les ultimes instants de la rencontre. On avait peut-être vu le meilleur match de la saison dès la première semaine. Et la NFL l'a mis en intégralité sur YouTube 2 jours après sa diffusion. Ce qu'ils font très peu souvent, mettre des matchs comme ça gratos sur YouTube en intégralité. Et là, je crois 24 ou 48 heures après la diffusion, tout le monde en avait tellement parlé qu'ils l'ont mis sur leur chaîne YouTube directement. Donc voilà, pour moi, c'était celui-là. Il n'y a pas eu besoin que j'aille chercher très loin. Alors, je viens d'aller chercher sur le classement officiel de la NFL, sur le site de la NFL, il y a un classement des 5 meilleurs matchs de la saison. Je vais vous donner le classement de la NFL en partant du 5e vers le premier, parce que le premier, c'est le même que le mien. Donc, voilà. 5e égalité, il y a 2 5e. Baltimore Ravens at Pittsburgh Steelers en week 18, dernière semaine, avec la victoire des Steelers 26-24 qui élimine donc les Ravens de la course aux playoffs et qui se qualifient pour les playoffs. Égalité à la 5e place, Rams at Eagles en week 3. Alors là, ça demande le 33-26 des Eagles. Victoire 33-26 des Eagles dans cette rencontre-là. J'avoue que là, comme ça, de but en blanc, je m'en souviens plus. Mais, alors attendez, il y avait 26-7 apparemment pour... il y a eu un avantage de 26-7 pour les... alors, je sais pas si c'est pour les Rams ou pour les... Si, c'est ça, il y avait 26-7 pour les Rams et finalement, ça finit à 33-26 pour les Eagles. Un comeback des Eagles. 4e,
Chicago Bears at San Francisco 49ers, 42-38 pour les 49ers. Tu t'en souviens, ça, mon Seb? Ouais, C'était en week 17. C'était quand même pas mal, ça, faut bien le Ça, dire. c'est bien, hein, ça te plaisait, bah oui, tu m'étonnes. Green Bay Packers at Chicago Bears, 22-16, overtime. Vous vous rappelez, c'était le match de week 16 entre celui avant le match de playoff. On s'en souvient. Baltimore Ravens at Buffalo Bills en week 1, c'est celui que tu as choisi, il est deuxième dans le classement de la NFL. Alors, avant de vous donner le premier, je suis assez surpris, il n'y a pas le Bengals Bears. Vous savez, avec le touchdown de Colston Loveland à la dernière seconde, Oui, un match qui oui, part oui, oui. complètement dans tous les sens défensivement, c'est n'importe quoi. Et Loveland qui arrive sur une dernière action à parcourir quasiment 40 yards et pour battre les Bengals. Celui-là était pas mal non plus. Et le vainqueur, c'est le Rams at Seahawks de la week 16, avec notamment notre ami Charbonnet qui ramasse le ballon dans la end zone sur la conversion à 2 points et qui convertit comme ça, qui envoie le match en prolongation sur cette conversion à 2 points réussi, alors que tout le monde s'était arrêté de jouer. Et ça avait été un match absolument dingue entre les Rams et les Seahawks. Qui a changé finalement le cours de la saison, puisque ça a fait que les Seahawks derrière ont pu avoir le first seed, et peut-être que si ça s'était joué à Los Angeles, la finale de conférence, ça aurait peut-être été différent, mais nous n'en saurons jamais rien. Pendant les 10 prochaines minutes, nous allons donc passer aux TPO Awards, le pire de cette saison 2025. J'allais dire 2026 parce qu'on est en 2026, mais non, c'est la saison 2025. Le pire, et nous allons donc faire le pendant du classement des meilleurs matchs avec le classement des pires matchs de cette saison. Et pendant que vous allez nous énoncer votre choix, je vais chercher sur Internet s'il y a des classements faits par la NFL, et sinon j'irai demander à mon IA favorite le classement de ces 3 pires matchs de la saison NFL 2025. Mon Yaya, je t'écoute pour ton pire match à toi. Moi j'en ai un déjà, avant que je cherche, j'en ai un. Moi, c'est plus par un souvenir qui est plutôt heureux du coup, mais le match qui était passé au second plan, c'est le Cowboys Commanders pour Thanksgiving qu'on a commenté. Où c'était bien qu'on soit ensemble, qu'on commente. Alors, le match était d'un inintérêt. Donc en gros, tu es en train de me dire que le pire match que tu as vécu cette année, c'est le match qu'on a vécu ensemble, c'est ça? Oui, mais comme je te dis, et du coup, on a plus discuté de plein de choses, et c'était cool parce qu'il y avait du monde sur le chat, et heureusement qu'ils étaient là, mais le match en lui-même était sans intérêt. Alors là, je vois une chose, mon Yaya. Tu sais ce que je vois? Non. C'est déjà que tu n'aimes pas passer du temps avec nous. Mais je viens de te dire le contraire, t'écoutes rien. Et la deuxième chose que je vois, c'est que tu ne te lèves pas la nuit. Parce que sinon, je peux te dire que si tu te levais la nuit, si tu étais amené à regarder tous les matchs en prime time, en direct, je peux te garantir qu'il y en aura un autre qui te viendra à l'esprit de match. Je peux te le garantir. Oui, mais tu vois, il y a des choses que je ne m'inflige pas. Moi aussi. Mais bon, c'est mon travail. Hein. Voilà, c'est ça la différence entre vous et moi. Tout à fait. Mon cher Seb. Eh bien, quant à moi, j'ai choisi un duel au sommet. Un affrontement de titans. C'était en week 6. Souvenez-vous. Denver se déplaçait. C'était un match hors territoire américain, mais donc Denver se déplaçait chez les Jets de New York. Et le match s'est fini sur le score de 13-11. Un festival offensif au cours duquel les Jets ont réalisé 8 first, ce qui nous fait quand même 2 first down par carton, hein, pas mal, et 82 total yards. Un match d'ailleurs que notre très bon ami Vince devait aller voir et qui n'a pas pu auquel il n'a pas pu assister en raison d'un incident de dernière minute. Et on se dit que finalement, il a quand même évité une balle parce que y a de quoi vous faire plonger dans la dépression quand vous regardez un truc pareil. Eh ben, alors c'est drôle parce que vous avez pas du tout, enfin c'est pas mon choix moi. Moi, mon choix, c'est aussi les Broncos. Décidément, ils nous ont sorti de ces matchs cette année, ceux-là. Ah oui, c'est les Broncos. Mais vous vous rappelez pas de ce magnifique, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était un Thursday Night Football.
Je vais vérifier parce que je veux pas raconter n'importe quoi. Contre les Déjà Raiders. sur Sunday Night Football, tu sens Contre- qu'il y a un potentiel. Rappelez-vous Oui, de ce match, forcément. On va expliquer pourquoi. de ce match contre les Raiders de Las Vegas, le 10-7. Oh. Le jeudi, le match en prime time qui s'est fini à 10-7. Oui. Qui était une purge absolue. Mais alors, Celui-là, c'était je suis mauvais. content de l'avoir vu en 40 minutes. Oui, c'était même trop. Je pense qu'en short highlight, ça suffit. Celui-là, pour moi, Mais- il gagne la palme. Hein, très clairement, c'est le champion cette saison. Les matchs du jeudi, c'est extrêmement compliqué parce que les équipes n'ont pas le temps de se reposer. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Il y a des matchs de jeudi qui sont meilleurs que le Broncos, machin. Là. Oui, mais tu vois, normalement, ils retournent à l'entraînement quand le mercredi. Oui. Tu vois, ils ont 2 jours de repos. Donc là, ils n'ont pas 2 jours de repos. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, je me souviens de la phrase de Rémi Berthelin dans le podcast ELF qui avait dit « Tu sors d'un match, tu as l'impression d'avoir eu un accident de voiture. » Donc, même si on sait que il y a tous les moyens possibles et inimaginables pour te sentir bien, ben voilà, ça fait beaucoup. Les short week, c'est compliqué. Ouais, alors, nos amis mon ami l'intelligence artificielle me dit que le pire match qu'il a vu cette année, c'est le match des Jets à Londres. Mais contre les Broncos, Donc, C'est le contre les Broncos, Broncos, donc c'est c'est ton bien. choix. Ouais, Voilà. c'est ton choix. Voilà. Et ben, il est d'accord avec toi. C'est le Broncos Voilà. Jets. Oui. En tout cas, les Broncos, ils sont dans tous les bons coups. Hein. Je veux pas dire, mais tu vois, non. Ils ont pas de trophée dans les meilleurs, mais par contre, dans les pires, on leur a trouvé des places. Tu vois, c'est pas là. Je veux dire que c'est quelque chose. Ensuite, on avait décidé comme catégorie le pire joueur, le flop, le joueur qui vous a le plus déçu cette saison. Ouais, alors le flop pour vous de cette saison 2025. Bon, Seb. Alors voilà, c'est bien de préciser, attention, c'est un flop, c'est pas le pire joueur, c'est le joueur qui nous a Non, le plus oui, déçus. oui. Alors, moi, comment Le joueur dire, où on c'est simple. s'attendait quelque chose et ça a fait flop. Alors voilà, on pourrait dire ça. Moi, c'est Geno Smith à Auckland. À Las Vegas, pardon. C'est Geno Smith à Las Vegas parce qu'il sortait de 2 bonnes saisons où il avait rebondi quand même à Seattle. Il a quand même lancé plus de 3 milliards, 3025, mais seulement 19 touchdowns et 17 interceptions. D'ailleurs, il a fini par se faire bencher. Alors après, Geno Smith à Las Vegas, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse décoller le livre des records, hein, loin de là. Mais tout de même, je pense que, notamment parmi les fans des Raiders, on ne s'attendait pas à ce que la saison de Las Vegas, dans son ensemble, soit un flop à ce point. Et pour moi, c'est une illustration, et ça signe peut-être bien, d'ailleurs, je ne vais pas dire une fin de carrière, mais le début de la fin de sa carrière. Mon Yaya. Moi, il y a un joueur que je pensais qu'il allait être libéré parce qu'il a été titré l'année d'avant, c'est Jalen Hurts. Et moi, je pensais vraiment que du coup, il allait vraiment surfer là-dessus et tout dominer, et pas du tout. Pas du tout. 25e en touchdown de lancé, 3224 yards. Alors, on sait que c'est pas sa grande spécialité, mais quand même, quoi. Enfin, un gars... Tu vas rejoindre Wake, tu rejoins la team Wake. Mais j'ai jamais été hypé par ce joueur. Mais des fois, je pense qu'il a coûté des matchs à son équipe. Il y a des matchs qu'il a vraiment notamment face aux Giants. Excuse-moi, mais normalement, il y avait 2 classes d'écart cette année et ils arrivent en perdant au MetLife. Alors, ok, c'était en short week, mais non, quoi. Enfin, tu vois, il doit, excuse-moi de l'expression, mais les mettre sur la table et dire voilà, c'est moi le boss et voilà, on fait ça, et maintenant, et quand ça va pas, il doit prendre les choses en main et il le fait pas. Et Russell Wilson, il vit bien? Mais il n'a pas joué cette année. Il a fait Pourquoi 2 il n'a matchs. pas joué cette année? Parce qu'il était blessé. Ou parce qu'il était trop nul?
il était blessé, monsieur. Tu vois comme t'es un fielleux. Ils ont annoncé qu'il a été blessé toute la saison. Ah, le pauvre chou. Ouais. Pauvre chou. Comme Josh Allen, quoi, en fait, ou Lamar Jackson. Sauf Oui. qu'il jouait. Oui, bah, le gars, et c'est pas la même chose, gars. Non, c'est pas. Ah, bah non, il y en Et a puis, qui sont talentueux. Et puis, il y a Russell et puis, Wilson. il y en a, tu vois, ils ont gagné des matchs de playoff et ils sont même allés au Super Bowl. Et ils ont même Hein gagné un Super C'est ça. Bowl. Et qui tu Russell parles Wilson. Ah, oui, d'accord. Ouais, d'accord. Ouais, Parce que ouais. Oui, enfin, compare c'était pas hier non plus, quoi. Oui, bah écoute, oui, bah, un mec en fin de carrière, un mec ils sont en plein dans leur C'est ce que prime. je dis, un mec décevant. Un mec en fin de Un flop. carrière. Un flop. Ah, bah si, c'est un flop. Enfin, Russell Wilson. T'attendais vraiment quelque chose de Russell Wilson? Ah, bah, quand ils le font venir, oui, t'attends quand même quelque chose, oui. Sinon, ils le font pas venir, ils prennent un rookie. Hein. Ils font jouer Jackson Dart tout de suite, sinon. Bah si. Bah si. Enfin, ils pouvaient prendre juste Jameis Winston avec Jackson Dart derrière. Tu crois qu'ils sont allés chercher Russell Wilson comme ça alors qu'ils attendaient rien? Ouais. Ils ont dépensé des millions en attendant rien. Mais putain, mais 10 millions pour un quarterback, mais c'est 10 millions, c'est 7. mais peu importe. Tu dépenses pas 10 millions si t'attends rien. Tu prends Jameis, hein, si t'attends rien. Bah oui. Enfin, t'installes pas un mec QB1 si t'attends rien de lui. Mais encore une fois, je te le redis, à la semaine 3, il se blesse, et donc du coup, il joue plus. Et comme ça, c'est réglé. Mais sinon, s'il avait pas été blessé, il aurait continué à jouer un peu plus longtemps. Ouais, jusqu'en week 4. Ou plus. Jusqu'en week 4, où il se serait aperçu, comme on avait dit depuis le début de saison, que Jackson Dart, finalement, c'était peut-être pas mal parce qu'il y avait la pression du public qui réclamait Jackson Dart. Donc la blessure est bien tombée quand même. Oui, bah, certes, mais... Parce que tu sais, c'est des mecs qui font pas de changement de quarterback comme ils virent pas de coach dans la saison. Écoute, on va pas revenir là-dessus. C'est arrivé 2 fois dans comme le nombre de Super Bowl gagnés, quoi. 2. Non, 4, s'il te plaît. D'accord. Non, mais c'est 2 fois en 20 ans, comme le nombre de Super Bowl gagnés. C'est ce que je dis. Voilà, c'est ce que je dis. Alors, on passe au flop rookie de l'année 2025. Le rookie qui vous a le plus déçu là-dessus. Je sais pas pourquoi, je sens que vous allez être d'accord. On va tous être d'accord. Vas-y, mon Seb. Il faut qu'on en parle. Pour moi, c'est Travis Hunter. Pour moi, c'est Travis Hunter. Putain. Tu mets pas Ashton Genty. Moi, j'aurais mis Ashton Genty. Alors, j'ai hésité, mais Ashton Genty, il a le contexte Raiders. Donc, j'ai retenu mais Travis ça. Hunter, il a le contexte blessure. Alors, Travis Hunter. Mais attends, tu viens de dire Russell Wilson et machin, les blessures. Russell Wilson, c'est une blessure diplomatique, pas Travis Hunter. Je peux finir mon argumentaire là avant qu'on coupe la parole et ensuite qu'on revienne sur le sujet Russell Wilson. Comme le Hall of Fame quarterback et le Hall of Fame coach, ça marche pas pareil. Ils comparent n'importe quoi. Vas-y, donc Travis Hunter, des tomates et des oignons. Il était pourtant dans une équipe qui était en pleine ascension à Jacksonville. Il peut jouer du côté du ballon et ça a peut-être bien été le problème parce que Jacksonville a passé une partie de la saison justement à essayer de comprendre comment il pouvait l'utiliser. Donc forcément, ça a eu un impact plutôt sur ses performances. Et ensuite, il s'est blessé et bilan, ça fait une saison à 28 réceptions et 298 yards, un touchdown pour un rookie qui devait quand même prendre le poste de numéro 1 en receveur, donc ou au moins un bis. C'est quand même particulièrement décevant. Je mets des mentions spéciales à Trey Harris, le receveur des Chargers, qui lui aussi devait faire sa place et qui finit 5e receveur en termes de performance de l'effectif. Et puis, je mets aussi une mention à Shemar Stewart, le rookie line de Cincinnati, parce qu'il était censé complémenter Trey Hendrickson sur la ligne défensive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un hold-out et ensuite il s'est retrouvé sur la injured list et il finit avec 2 plaquages et 0 sac. Une bien belle saison. Bien belle saison, comme on aimerait en voir moins souvent quand même. Oui, une bien belle saison. Mon Yaya, je t'écoute. Ashton Genty, qui était attendu à la sortie de Boys State.
comme le running back allait tout révolutionner. Puis résultat des courses, 266 portées, même pas 1000 yards, 5 touchdowns. Bon, après, effectivement, comme l'a dit Seb, il est aux Raiders. Donc, en espérant que ça aille un peu mieux l'année prochaine, mais il devait tout révolutionner. Ça n'a pas été le cas. En plus, je l'avais en fantasy, donc. Alors, pour le coup, vous allez me dire que ça va pas tout révolutionner parce que ça reste les Raiders, mais Ashton Genty à côté de quelqu'un du style de Fernando Mendoza, si on se dit que Mendoza sera choisi numéro 1, et il y a quand même de très très fortes chances, ça peut donner quelque chose de particulièrement intéressant, à condition qu'il y ait une ligne qui lui ouvre des brèches. C'est toujours pareil, mais comme Mendoza a quand même une très très belle mobilité aussi, ça peut lui permettre vraiment d'avoir des portées intéressantes et peut-être de passer une deuxième saison bien meilleure que la première. C'est vrai que pour Genty, ce qui est un peu inquiétant, c'est parce que oui, il est pas loin des milliards. Hein, il fait 975 yards, ok, ce qui pourrait être correct pour un rookie, mais tu as une moyenne par portée qui est 3,7 yards, et ça, c'est pas terrible, quoi. C'est ça qui est inquiétant, en fait. Oui, il y a des gens qui trouvent que c'est intéressant. Bon, je leur laisse leur opinion. Mais c'est ça qui est inquiétant, parce que si tu prends juste 975 yards, bon, 5 touchdowns, certes, c'est un peu faiblard, mais les Raiders, si tu prends le chiffre 975 yards, tu peux dire, bon, pour une saison rookie, correct, quoi. Voilà. Pas mal. Mais c'est en 266 portées, et donc 3,7 yards, c'est moins de 4 yards. C'est pas assez. C'est trop faible. Alors, on finit par 2 catégories que je vous avais pas demandé de préparer, mais ça m'est venu dans l'émission. Voilà. Oula. Catégorie numéro 1, on a élu le meilleur coach, le pire coach de la saison 2025. Celui qui vous a le plus déçu. Ah ben on va rester aux Raiders. Pete Carroll. Je sais pas pourquoi je le sentais. Et en présentant le truc, c'était tout évident. Enfin, là, en matière de flop. Les Raiders, ils font une razzia sur les TPO Awards. Ah, mais c'est ouf. Mais on les aime. Le pire, c'est que moi, je les aime. Mais oui. Relation toxique encore, Yaya. Relation toxique, ça. On t'a dit d'arrêter. Écoute, c'est un peu 32e attaque, 25e défense. Moi, j'appelle ça faire carton plein. Alors, encore une fois, je pense qu'on n'attendait pas monts et merveilles de Pete Carroll à Las Vegas, on s'attendait à ce qu'il soit un bridge coach en quelque sorte. Il a même pas réussi à être ça. Et puis surtout, il y a le flop Chip Kelly avec lui. Chip Kelly qui font venir le meilleur coordinateur offensif de la ligue, qui vont payer une fortune et qui vont dégager avant même la fin du championnat. Lui, c'est pour l'assistant coach flop de l'année. Flop. Attends, les Raiders, en coach, ils payent des fortunes en coach. Oui. Mais pour pas les avoir. Oui. Donc, tu vois, il y a McDaniels, il y a Gruden, il y a Daniels. Et il y aura Pete Carroll maintenant. Et Pete Carroll. Je crois qu'il y a Antonio Pierce aussi, je crois. Il y a de la dead money. C'est Antonio Pierce, il y a de la dead money. Gruden, il y a encore de la dead money. Josh McDaniels, il y a encore de la dead money sur lui. C'est les spécialistes des coachs sur une saison qui, en plus, leur coûte cher. Ils vont jamais s'en sortir, quoi. C'est possible. Le dernier thème de cette, ce qui me voit venir, non. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? On n'a pas fait, évidemment, le TPO Vince, la pire Vincinade de l'année. Oui, forcément. Il va y avoir une unanimité. Ah non, il n'y en a pas qu'une, mais parce que je rappelle les intersections et les machins. Non, mais Yaya va nous rappeler. Oui, c'est Baker Mayfield. Le contexte, rappelle-nous le contexte. On parlait. Je crois que c'était un Buccaneers Bills, si je dis pas de bêtises. Oui, et de la bonne passe des Buccaneers, c'est Baker Mayfield, qui était très fort et qui avait un très bon foot job. Voilà, ça c'était la phrase de Vince. Pour évidemment le footwork, normalement.
Voilà, ce sera donc le TPO d'honneur de cette saison. Le TPO Moi, je suis... Vince. non, ouais, mieux que ça, Flav, honnêtement, mieux que ça. Ça mérite directement First Ballot, TPO Hall of Fame. Ça, C'est le le foot TPO, job, là. ça, voilà, on peut pas faire moins. On peut pas faire moins. C'est le TPO Hall of Fame pour le foot job de Vince. Voilà, c'est absolument magnifique et c'est sur cette bonne humeur et sur cette touche joyeuse qu'on va refermer cette émission. On se retrouve mardi pour parler du Super Bowl 60 et pour faire la grande preview de ce Super Bowl 60. Et jeudi prochain, on reviendra pour faire le retour sur nos prédictions de début de saison avec Mathieu qui sera avec nous pour débriefer tout ça, bien évidemment, avant la grande soirée du Super Bowl le dimanche 8 février au Sullivan à Paris. Merci mon Seb, merci mon Yaya d'avoir été avec moi. On se dit donc à très vite, un très bon week-end à tous. Regardez le Pro Bowl si vous en avez envie, si vous voulez voir Shutter Sanders. Et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, bye.